Bonjour et bienvenue, vous écoutez Terra Focus, le podcast d'Hortus Focus. Terra Focus, ce sont des interviews, des découvertes, des récits autour du jardin, de la transition et du patrimoine végétal. Pour être averti de nos nouveaux podcasts, abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter sur hortus-focus.fr. Notre invité aujourd'hui est Steve Agimon. Il est historien et maître de conférences à l'université Versailles-Saint-Quentin. Il est le co-auteur avec Anne-Clause Ambroise-Rendu, Charles-François Mathis et Alexis Vrignon de l'ouvrage « Une histoire des luttes pour l'environnement » publié aux éditions Textuelles. Ce livre retrace 3 siècles d'histoire des luttes. Il fait la synthèse des combats pour l'environnement en France et à l'étranger. Steve Agimon, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur 3 siècles d'histoire ? Le choix chronologique, on aurait pu évidemment faire une histoire qui partait de la préhistoire. Enfin bon, voilà, on aurait pu faire une histoire beaucoup plus longue. On a choisi le XVIIIe siècle au démarrage de la révolution industrielle, de l'industrialisation en Europe de l'Ouest. À ce moment où se cristallise ce qui a été théorisé par Bruno Latour ou Philippe Descola comme le grand partage entre nature et culture, avec une nature vue comme une extériorité qui est donnée à connaître et à exploiter par les hommes. Bon, les hommes d'ailleurs avec un petit h, puisque c'est aussi un rapport en partie masculin à l'environnement qui se traduit à partir de là, à partir de ce XVIIIe siècle. Mais ce qu'on a voulu montrer aussi, donc il y a ce rapport instrumental, disons, à la nature, une nature à dominer, une nature à exploiter pour le bien des hommes et pour l'enrichissement des hommes. Mais à côté de ça, ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que dès le XVIIIe siècle, cette vision-là est contestée et que quand on rentre dans le détail, eh bien, il y a d'autres visions et des visions beaucoup plus affectives, beaucoup plus sensibles à cet environnement, qui ne se reconnaît pas tout à fait dans le grand partage et en tout cas qui ne se reconnaît pas comme dans cette vision instrumentale de la nature et du vivant en général. Par exemple, Bernardin de Saint-Pierre, pour le XVIIIe siècle, qui est dans une vision assez opposée à celle de Buffon. Pour le XIXe siècle, voilà, Gilbert White, sur lequel Charles-François Mathis a fait un très beau portrait dans l'ouvrage, Gilbert White, et puis ensuite au XIXe siècle, ce sont des gens comme John Muir, comme Thoreau, comme ce Franz Schrader, donc un des géographes de la Troisième République, disons, mais qui, à côté de son œuvre, de son écriture de manuel pour les jeunes enfants français d'école primaire, Franz Schrader produit aussi une œuvre beaucoup plus sensible et critique vis-à-vis de la modernité, où justement il stigmatise cette vision instrumentale de la nature et cette idée que les hommes seraient extérieurs à la nature et que la nature ne serait là que pour être dominée au service des humains. Voilà, donc il y a dès le XVIIIe et puis tout au long du XIXe siècle, on aurait pu penser à Élisée Reclus aussi, on a ces témoignages d'un rejet, d'une critique vis-à-vis de la vision moderne de la nature. Cette critique, elle est portée par des gens qui se situent comment et où sur l'échiquier politique et social ? C'est une très bonne question. Il y a évidemment toute une critique de la modernité qui est une critique réactionnaire et qui se situerait donc à l'extrême droite à partir de la Révolution française. Mais disons que la critique, il y a aussi un champ très fort et c'est un champ qui a une cohérence depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières. Il y a un champ progressiste, c'est-à-dire qui pense le progrès humain, l'amélioration des conditions de vie pour les hommes, la résolution d'un certain nombre d'inégalités, qui pense ça en même temps que... donc il y aurait Rousseau par exemple, qui pense ça en même temps que la destruction de la nature et le rejet de la destruction de la nature. Et donc ce qui ressort, c'est un courant très fort qui se situerait plutôt, disons, dans un camp... du côté gauche de l'échiquier politique, si on regarde un petit peu ces portraits, et de ceux qui, depuis le XVIIIe siècle, ont encore peut-être des choses à nous dire d'intéressantes. C'est pour ça que je situais une bonne partie, en tout cas, du côté gauche de l'échiquier politique, puisque la question sociale était associée à la question écologique. C'était pouvoir penser ensemble à la fois une société plus égalitaire, et une société qui ne détruise plus l'environnement et qui ne considère plus que le vivant et que la matière terrestre est au service pur et simple de l'homme, qui pense les dégradations de l'homme en même temps que les inégalités sociales et au XXe siècle que les inégalités de genre. Steve Agimon, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on choisit de respecter la nature, eh bien on est dans le respect tout court ?
Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement très présent dans chez une partie de ces penseurs écologiques, de l'écologie, enfin de l'environnement. Cette idée que les causes humaines et les causes de tout ce qui nous entoure sont indissociables et que le respect des uns ne va pas sans le respect du reste. Quelles sont les différentes formes de lutte que l'on rencontre au fil de ces 3 siècles ? Elles sont extrêmement variées et avec une addition de modalités de lutte depuis le XVIIIe siècle. Cette contestation, enfin on va prendre dans un sens large, puisqu'il y a des formes de contestation qui sont purement littéraires par exemple, c'est-à-dire qu'on va trouver dans des écrits une contestation de l'ordre social et écologique qui est en train de se constituer. On a aussi, dès le XVIIIe siècle, de l'époque moderne, les tribunaux, donc les parlements sous l'Ancien Régime, et puis à partir du XIXe siècle, les tribunaux, en particulier les tribunaux locaux, ce sont les justices de paix en France par exemple, où les riverains incommodés par une usine vont avoir recours à cette justice de proximité. Il y avait une justice de paix dans chaque canton, chaque chef-lieu de canton, donc c'était une justice très accessible, peu onéreuse, et qui permettait à tout un chacun de porter ses réclamations devant un juge et de pouvoir avoir parfois gain de cause contre un industriel qui, par exemple, était accusé de détruire des plantations. Donc on a ces modalités-là qui sont extrêmement nombreuses et on va retrouver partout en France, dans toutes les justices de paix, ces cas de conflit par rapport à des pollutions sonores, mais aussi pollution olfactive, pollution des eaux. Voilà, on a vraiment ce recours à la justice. On a aussi les pétitions. Ça, c'est une modalité très forte à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a des cas qui sont évoqués en Angleterre, en Suisse, en France, dans cet ouvrage et qu'on retrouve jusqu'à nos jours. On a aussi les enquêtes d'utilité publique. Alors, on connaît encore ça aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est mis en place sous Napoléon, ces enquêtes d'utilité publique, et qui permettent, lorsqu'il y a un projet d'aménagement, il va y avoir une déclaration d'utilité publique, il y a un registre qui est ouvert avec un commissaire enquêteur qui doit recueillir l'avis des riverains. Et là encore, ce sont des archives assez extraordinaires qui nous donnent à voir ces contestations de projets d'aménagement. Contestations multiples, alors au début du 19e siècle, ça va être plutôt pour des aspects très concrets de pollution, par exemple, des riverains qui s'inquiètent de la destruction future de leurs biens, ou à la fin du 19e siècle, on trouve des arguments beaucoup plus portés sur la défense de la beauté de la nature, par exemple. Donc voilà. Et après, on a les manifestations, et j'en oublie sans doute, il y a les manifestations qui sont nombreuses aussi, on en parle de certaines, manifestations qui peuvent être des manifestations pacifiques, la plupart de ce qu'on évoque, ce sont des manifestations pacifiques, mais qui ont pu être dégénérer en violence. On en a plusieurs cas, mais disons, il y a ce cas assez emblématique de Rio Tinto, où la foule festive, environ 10 000 personnes de paysans et d'ouvriers qui viennent pour protester contre les pollutions dues à une mine de cuivre en Andalousie, eh bien, cette manifestation est sévèrement réprimée, avec à la clé quelque chose comme 200 morts, donc un massacre de masse d'une extraordinaire ampleur pour le 19e siècle. Et la désobéissance civile ? Donc la désobéissance, évidemment, c'est plutôt quelque chose qui est théorisé, et donc qui est théorisé au XXe siècle. Donc avec Gandhi, puis avec Arnès par exemple, dans la deuxième moitié du XXe siècle pour Arnès. Et donc elle est très présente, elle rentre dans ce répertoire de lutte au XXe siècle. Et il faudrait voir pour le XIXe siècle si ce concept de désobéissance peut être également utilisé. C'est devenu un répertoire de lutte, disons, dans les mouvements écologistes à partir des années 1960-1970 très fortement. Il y a une longue tradition de lutte de ce côté-là, puisque les Amis de la Terre, par exemple, depuis la fin des années 1960, défendaient ce type d'approche de désobéissance civile non violente et d'action non violente d'une manière générale, et qui est un répertoire d'action, disons, peut-être que c'est le plus commun aujourd'hui dans les actions, en dehors des mobilisations type pétition, type écrit, pamphlet. Il y a ces mouvements de désobéissance qui sont finalement structurellement très présents depuis les années 1960 dans les mouvements écologistes qui se sont multipliés, les mouvements associatifs qui se sont multipliés. Donc des Amis de la Terre, Greenpeace, en allant jusqu'à Alternativa par exemple, qui a au cœur de son fonctionnement ces principes de désobéissance et d'action non violente. Est-ce que les modes d'action sont très différents entre les urbains et les ruraux ?
Sans doute qu'aujourd'hui, les ZAD, par exemple, ont d'abord été un mouvement rural, mais avec des urbains qui s'y sont impliqués. Mais les ZAD ont essaimé aussi dans les villes, et finalement, les phénomènes d'occupation de certains sites pour en éviter la transformation, on pourrait remonter au Chicago des années 1960, et donc voilà, on voit des échanges entre modalités d'action urbaine et modalités d'action rurale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez des évolutions très nouvelles ? Tout d'abord, sans doute, l'investissement plus important de la jeunesse, même si c'est pas un investissement généralisé. Mais ces marches climat, cette ritualisation d'une forme de lutte qui est intégrée donc à l'agenda des jeunes désormais, d'une partie des jeunes, d'aller lutter pour l'environnement, il y a sans doute là quelque chose de nouveau. Évidemment, la tentation lorsqu'on fait une histoire ou lorsqu'on lit une histoire, c'est de dire finalement, il n'y a rien de nouveau, voilà, tout a déjà été inventé. Je pense que c'est pas ce qu'on veut dire. Et donc, les modalités d'action se recomposent sans doute en permanence. Alors, il faudrait voir aussi le fait que, par exemple, la primaire écologiste en France est mobilisée comme jamais elle n'avait mobilisé auparavant. Ça reste des chiffres modestes avec 120 000 inscrits, 120 000 votants au premier tour. Mais quand même, là, on a quelque chose de nouveau. On a un quadruplement du corps électoral de la primaire écologiste. Donc, il y a sans doute là un moment de nouvelle massification. Enfin, on voit dans cette histoire que c'est pas linéaire, qu'il y a des bons et des creux dans les mobilisations écologistes, mais là il semble qu'il y a quelque chose qui s'engage et qui ne soit pas prêt de retomber. Le problème essentiel face à ces mobilisations, c'est sans doute que le débat politique aujourd'hui en France se polarise vers d'autres thématiques que l'environnement, et en particulier sur les questions identitaires qui risquent pour les prochaines élections de totalement faire oublier d'autres enjeux, et en particulier les enjeux liés par exemple à la croissance économique, puisqu'il y a un certain nombre aujourd'hui de scientifiques qui remettent en cause cette croissance, et en tout cas qui invitent à réfléchir au lien entre la croissance et la destruction de l'environnement. Il y a sans doute là un projet politique majeur à poser aux prochaines élections, mais qui risque de ne pas du tout l'être à cause des enjeux identitaires qui prennent le dessus dans les débats, et qui sont bien plus mobilisateurs à la fois pour les médias et puis pour les personnalités politiques qui vont sur ces terrains-là. Que pensez-vous de la place prise par les femmes ? Ouais, c'est une modification très claire par rapport au 19e siècle. Quoique en Grande-Bretagne, il y ait quand même quelques femmes qui soient mobilisées, qui étaient des figures de proue du mouvement protectionniste dès le 19e siècle, comme Octavia Hill à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne. Mais oui, l'investissement des femmes en écologie et dans les luttes environnementales est effectivement un phénomène marquant, mais elles sont présentes depuis, d'ailleurs on le voit sur certaines illustrations, elles sont présentes par exemple depuis le Earth Day de 1970, elles sont très présentes aussi dans les mouvements de contestation du nucléaire, où on a vraiment des choses mixtes, mais où on voit un porte-parole là, et y compris dans l'écologie politique qui se structure dans les années 1970, on a un porte-parole là plutôt masculin, et des intellectuels aussi plutôt masculin jusque dans les années 80. Aujourd'hui, ça c'est sans doute en train de changer avec effectivement une part de plus en plus importante des femmes, et voilà, une des figures de proue aujourd'hui, Greta Thunberg, elle est à la fois jeune, femme et handicapée, et là il y a une conjonction de choses qui est extrêmement intéressante et qui montre voilà comment l'écologie en se politisant s'inscrit dans une remise en cause globale d'un certain nombre de dominations et de schémas préétablis. Mais donc oui, une présence féminine sans doute de plus en plus forte. Steve Agimon, que pensez-vous de ces mouvements de nombreux jeunes qui quittent la ville pour s'installer dans des zones rurales ? Il y a une massification. Il y a un engouement très clair. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes a sans doute beaucoup contribué à ça. Et puis c'est un mouvement international de reprise de terre, de retour à la terre, de tentative de faire différemment. Mais il y a quand même une longue histoire. Il y a quand même une longue histoire, et en particulier de toutes les tentatives faites à partir des années 1970 de réinstallation à la terre, qui est associée à ce moment-là à une critique radicale de la modernité, de l'État, de l'industrie et des dégâts environnementaux provoqués. Donc il y a finalement il y a quand même ça part pas de rien, il y a une tradition depuis les années 1970, il y a un champ d'expérience extrêmement important sur ces retours à la terre,
aujourd'hui, ces retours à la Terre sont peut-être... mais il faudrait les étudier plus en détail. Peut-être moins communautaires qu'à l'époque, ils s'inscrivent moins dans une attitude communautaire, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de retour à la Terre qui est peut-être plus individuelle, mais une mise en réseau, donc une communauté qui ne repose pas forcément sur le fait de vivre au même endroit autour d'un projet commun, mais d'essayer d'essaimer, par des pratiques individuelles, mais mises en réseau, d'essaimer des nouveaux modes de vie, des vies alternatives. Il y a l'ambition de créer quelque chose, d'inventer, d'imaginer. Mais ce qui était aussi quelque chose qui était présent dans les années 1970, puisque ceux qui sont allés s'installer en Ardèche, en Ariège par exemple, n'y allaient pas pour revenir dans le passé. D'ailleurs, ils avaient plutôt une attitude méprisante vis-à-vis des populations locales qui voyaient comme des paysans un petit peu arriérés. Il y avait la volonté de créer quelque chose de nouveau, en fait, de venir dans des territoires de nature où ils avaient de l'espace, où ils auraient un accès au foncier et de pouvoir tenter une nouvelle société en partant de la base. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on retrouve très fortement aujourd'hui. Je pense que cette idée de retour en arrière, elle est absolument pas présente dans les mouvements, enfin, extrêmement peu, dans les mouvements actuels de retour à la Terre et de tentatives de mode de vie alternative. Il y a vraiment l'idée d'expérimenter, de faire quelque chose et de, en pratique, remettre en cause la société telle qu'elle s'est construite dans l'opposition nature-culture, tenter des moyens de vivre plus en harmonie et plus en négociation avec le reste du vivant. L'écoféminisme n'a jamais eu autant d'écho, notamment avec la candidature de Sandrine Rousseau à la désignation du candidat des Verts pour l'élection présidentielle de 2022. Que pensez-vous du questionnement produit par l'écoféminisme ? Il y a l'idée que les modalités de domination masculine sont à penser non seulement vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis de la nature, enfin que les deux vont ensemble et que ce sont les mêmes phénomènes de brutalité en particulier qui sont de brutalité, de domination, d'instrumentalisation qui sont à l'œuvre à la fois dans la domination masculine sur les femmes, enfin dans cette domination de genre, et dans la domination de la nature. Il y a une autre dimension probablement très intéressante dans le mouvement écoféministe pour repenser nos rapports à la nature, enfin au reste du vivant, au reste de l'environnement, mettre en avant et valoriser la sensibilité, qui sont dans la construction sociale, dans les constructions de genre, des attributs féminins, et que l'écoféminisme pose comme pouvant être étendu et devant être étendu à l'ensemble de la population, qu'il n'y ait plus de distinction de genre là-dessus, et qu'avec ça, on peut construire des rapports beaucoup plus respectueux et beaucoup moins violents, brutaux vis-à-vis du reste de l'environnement. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'intéressant, y compris pour relire l'histoire, puisqu'on voit tous les personnages qu'on a mis en avant. Il y a une domination masculine aussi dans l'ouvrage, puisque ceux qui ont le plus pris la parole, ce sont des hommes, mais on voit que dans leur prise de parole à ces personnages, il y a la mise en avant d'une sensibilité particulière à l'environnement, quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au stéréotype de genre, de la masculinité, de la virilité. Il y a une attention très fine à tout ce qui nous entoure, à la beauté de la nature, attention qui serait plutôt de l'ordre des attributs féminins. Et donc, on retrouve chez une partie des personnages qu'on a évoqués, vraiment cette attention au reste vivant et une approche extrêmement sensible et mise en avant. Hein. Les écrits de Thoreau, de Gilbert White, d'Élisée Reclus, ont cette sensibilité et assument cette sensibilité vis-à-vis de ce qui les entoure. Steve Agimon, les utopies ne sont pas une invention d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où elles viennent ? Il faudrait peut-être parler d'utopie et de dystopie, mais pour les utopies, il y a ces phénomènes, ces premières expérimentations communautaires de la fin du 19e siècle et du début du 20e, avec la communauté de Monte Verita, qui rappelle en partie le mouvement hippie des années 60, qui préfigure un petit peu ça, et donc des gens qui vont, pour essayer d'échapper à la société industrielle, et dans une remise en cause totale de la société industrielle et de la modernité, fonder une communauté dans les Alpes suisses, pour refonder de nouveaux rapports avec l'environnement, des rapports qui ne reposent plus sur l'exploitation, mais qui reposent sur un idéal d'harmonie. On a ces expériences-là et qui correspond à un mouvement, mais qui est un mouvement relativement marginal, même si parmi les intellectuels, c'est un mouvement qui a un certain écho.
mais mouvement marginal socialement et puis même numériquement, ça concerne pas beaucoup de personnes. Il y a le mouvement naturien aussi, donc qui se situe là très clairement du côté des anarchistes, hein, qui dans une manière de repenser l'ensemble du monde et des rapports sociaux vont aussi être ceux qui vont pousser le plus loin la remise en cause des rapports destructeurs à l'environnement. Et puis il y a les dystopies, disons, si on faisait une autre catégorie, qui, pour mettre en avant l'insoutenabilité de nos rapports à la nature, eh bien ont poussé à l'extrême, enfin ont essayé de penser à quoi pourraient aboutir ces sociétés qui refusent de se penser en lien avec le reste du vivant et qui n'a qu'une vision purement utilitaire du reste du vivant. Et donc là, on retrouve des ouvrages qui sont arrangés dans la catégorie de la science-fiction, qui, à partir du milieu du 19e siècle, tente de penser une société qui finirait par détruire l'ensemble de la planète. On trouve des choses comme Émile Souvestre sur une critique radicale de la société industrielle et de la manière dont cette société industrielle est en train de transformer les rapports sociaux et en train de les mécaniser, jusqu'à Ronnie Heney qui pense la fin du monde et un monde où l'humanité, qui raconte l'histoire des derniers humains, et sur une terre où les humains seraient remplacés par de nouveaux êtres hybrides. Merci à l'historien Steve Agimon, co-auteur de l'ouvrage Une histoire des luttes pour l'environnement, publié aux éditions Textuelles, interview réalisée par Isabelle Vauconsant. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. Terra Focus est une production du site Hortus Focus.